L'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire un petit point sur la dynamique de la production bio, alors en Ille-et-Vilaine, mais aussi plus globalement en Bretagne, avec comme finalité de aussi découvrir les leviers pour les collectivités territoriales qui permettent de maintenir et développer la production bio sur le territoire. Donc l'objectif, ce sera bien de répondre à ces deux questions. Je vais commencer par un petit peu introduire le contexte de ce webinaire. Donc, il s'intègre dans un programme qui est le programme Mon Territoire Bio 35. Donc, sur cette année, c'est trois cycles de webinaires. Il y en a eu un qui a déjà eu lieu sur le cahier des charges de la bio en juin. Donc là, on est sur le second, la dynamique de la production bio. Et il y en a un troisième le 13 décembre sur l'accompagnement réalisé par AgroBio 35 à destination des agriculteurs et des agricultrices non bio. Il y a également des rendez-vous et lieux à la ferme, donc deux qui sont déjà passés sur le Val d'Isée, Vitré Communauté, et un à Bois-Gervilliers sur le pays de Brocéliande. Un troisième arrive très bientôt, le jeudi 31 octobre, à Saint-Lunaire. Et un quatrième devrait être programmé courant décembre à Langon, donc sur Redon Agglomération. Et enfin, l'ensemble du programme se complète par une newsletter qui est envoyée tous les 2 mois et qui fait le point sur les actualités globales de l'agriculture biologique en abordant les thématiques de enfance-jeunesse, environnement, agriculture, alimentation et économie pour essayer de présenter un petit peu tout ce qui se fait sur les territoires. Nos objectifs cet après-midi pour venir plus sur le cœur du sujet, prendre connaissance de la dynamique de l'agriculture biologique en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, comprendre les causes de cette dynamique et casser les idées reçues. Donc là, il y aura aussi une analyse des chiffres et le ressenti qui sera donné par Virginie Roussel et identifier les leviers pouvant être mis en place par la collectivité pour maintenir et développer la production biologique. Quand j'entends collectivité, c'est communes, intercommunalité, département, région. Donc le programme est le suivant, présentation des chiffres de la production bio et analyse par Sébastien Julliard, qui est chargé d'études observatoires à la Fédération régionale des agriculteurs biologiques, avec un regard donc d'une agricultrice d'Ille-et-Vilaine, Virginie Roussel, qui est administratrice à AgroBio 35 et référente de la commission régionale installation transmission. Et enfin, les leviers d'action pour les collectivités locales seront présentés par moi-même, donc Quentin Vazeille, chargé de mission territoire et chargé de mission plaidoyer à AgroBio 35. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer par faire un petit tour d'horizon de la dynamique de la production biologique en Bretagne, donc avec les chiffres de l'Observatoire dont la mission a été donnée à la FRAB, la Fédération régionale de l'agriculture biologique. Ça va être Sébastien qui va vous les transmettre et il sera donc en binôme avec Virginie pour les allers-retours. Et donc, je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et au cours de la présentation dans le chat et on les reprendra à divers moments qui seront ciblés. Voilà, je laisse la parole du coup à Sébastien et Virginie. Merci Quentin et bonjour à tous. Bonjour. Du coup, pour cette présentation, on va commencer par l'observation et l'analyse des nouvelles fermes engagées en bio en Bretagne en 2023. Et pour ça, on va se baser sur plusieurs sources de données. Donc, il y a les données qui nous sont fournies par l'agence bio directement et qui permettent de suivre les engagements en bio. Et comme on cherche à avoir plus de données, en 2023, à la FRAB, nous avons mené deux enquêtes, donc auprès des 240 nouveaux engagés bio en Bretagne, pour savoir qui ils sont, quelles sont leurs productions, quelles sont leurs motivations à l'installation ou à la conversion. Et donc, on a eu un taux de réponse de 48%. Et auprès des 178 et pas des 1778 arrêts de certification en Bretagne, et donc avec trois questions, qui ils sont, pourquoi ils arrêtent et quel est le devenir de leur terre lorsqu'il y a cessation d'activité. Sur cette enquête-là, on a eu 44% de réponses et du coup, on va considérer que ce taux de réponse nous permettent d'avoir assez élevé, nous permettent d'extrapoler et d'avoir des résultats sur l'ensemble de la population.
Donc, tout d'abord, quand on regarde l'évolution des certifications en Bretagne, on voit qu'il y a une baisse du nombre de nouveaux engagés chaque année depuis 2016, qui était l'année où il y a le plus de nouveaux engagés en Bretagne de toute l'histoire de la bio. Et aussi, on voit aussi un basculement dans la forme d'engagement en agriculture biologique, c'est-à-dire que lors, de 2016 à 2020, l'engagement en agriculture biologique était surtout porté par les conversions. On était dans la vague de conversion qui a débuté en 2016. Elle- on l'explique facilement en Bretagne, d'autant plus par la fin des quotas laitiers, avec une grande vague de conversion laitière qui a eu lieu sur cette année-là. Et progressivement, de 2020 à 2022, il y a eu une augmentation du nombre d'installations qui ont permis, et un arrêt total des conversions à partir de 2020, enfin, vraiment une grande chute du nombre de conversions à partir de 2022. Mais l'augmentation du nombre d'installations sur le territoire breton a permis de maintenir un engagement élevé et du coup de continuer à croître en termes de nombre de fermes sur le territoire breton ça fait depuis 2005 que le nombre de fermes le nombre de fermes bio augmente sur le territoire breton. En 2023, avec 240 nouveaux et 178 arrêts de certification, le nombre de fermes bio continue d'augmenter sur le territoire breton. Donc, voilà. Du coup, du coup, quand on regarde les productions des fermes bio en 2023, on a créé, pour que ce soit plus lisible, on va analyser ces chiffres sous quatre grandes catégories. Donc, on a les productions végétales à forte valeur ajoutée. C'est ce dans ces productions-là, on va retrouver les maraîchers, les arboriculteurs, les producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales, les PPAM, et depuis peu, quelques viticulteurs qui commencent à s'engager en bio en Bretagne. Les grandes cultures, donc, ce sont les plus globalement les céréaliers, les éleveurs de ruminants, donc éleveurs de gros ruminants, bovins lait et bovins viande, et les éleveurs de petits ruminants, que ce soit ovins ou caprins. Et enfin, les éleveurs de monogastriques, donc on retrouve les éleveurs de volailles et de porcs. Du coup, si on regarde le territoire, et si on prend la population globale des 4128 bio au 31 janvier 2023, nous avons 42% des fermes bio de Bretagne qui sont des productions végétales à forte valeur ajoutée. On a 15% qui sont des grandes cultures, 34% qui sont des éleveurs de ruminants et 8% monogastriques. Dans les éleveurs de ruminants, on va avoir une très forte proportion de ces éleveurs qui sont des éleveurs de bovins laitiers. Quand on regarde les nouveaux, ceux qui sont engagés en 2023, donc avec 80% d'installation, on a 67% d'entre eux qui sont issus d'une installation, pas d'une installation, qui sont en production de végétal à forte valeur ajoutée, et, et du coup qui vont représenter deux tiers de ces nouvelles engagements. C'est plus que la proportion que ce qu'on retrouve dans le paysage agricole bio breton de base, et donc du coup on va avoir une augmentation de la proportion des producteurs de végétaux à forte valeur ajoutée qui sont principalement des maraîchers, mais pas que. On retrouve en grande culture, c'est très stable, on retrouve à peu près les mêmes proportions. Et par contre, ce qui change par rapport aux années précédentes et par rapport à ce qu'on a sur le terrain, c'est la proportion d'éleveurs sur le territoire breton. On a de moins en moins d'éleveurs bio qui s'engagent en agriculture biologique. Et voilà. Donc, en parallèle de ça, une production principale des 178, c'est pas 183, des 178 arrêts de certification en 2023, on va avoir un tiers d'entre eux qui sont des productions végétales à forte valeur ajoutée, 12% qui sont des grandes cultures, un autre tiers qui sont des éleveurs de ruminants, et un quart qui vont être des éleveurs de monogastriques. Donc, si on regarde les éleveurs de ruminants et les grandes cultures, on est sur des proportions qui sont assez proches de ce qu'on observe sur les productions principales des fermes en place. Et donc, du coup, on s'attend, sans changement de système agricole, on devrait avoir à peu près les mêmes productions dans les trois graphiques, ce qui n'est pas le cas. Mais pour les arrêts de certification, éleveurs de ruminants et grandes cultures, on retrouve les proportions de ce qu'on a dessus. Par contre, ce qu'on voit et ce qui change énormément, c'est
le quart des arrêts de certification qui sont en élevage monogastrique. À l'intérieur de ce quart-là, quand on regarde, on va avoir 75% de ces 25% des arrêts sont des éleveurs de poules pondeuses. Et à chaque fois, quand on a interrogé ces personnes-là, leur discours est à peu près le même. C'est un retour, c'est l'intégrateur, donc la personne avec qui elles commercialisent, qui leur fournit l'aliment, qui récupère leur production et qui leur fournit les poussins, qui leur a demandé d'arrêter la production biologique et généralement de passer sur une production sous label rouge. Donc, dans ces 25%, on a une forte proportion de gens qui n'ont pas cédé leur ferme, qui n'ont pas arrêté leur activité agricole, mais qui sont retournés au conventionnel et notamment sous la production de label rouge. Ce qu'on voit du coup, quand on compare ces trois graphiques, c'est qu'on observe au fur et à mesure, en 2023, il y a une végétalisation de l'agriculture bio bretonne avec avec énormément d'engagement en production végétale à forte valeur ajoutée, peu de nouveaux élevages, alors que c'est plus de la moitié des élevages qui représentent les arrêts de certification. Du coup, on a essayé de voir quelles étaient les motivations, mais aussi quelles sont les aides que les personnes ont eues lors de leur installation ou de leur conversion. Là, on va s'installer uniquement aux personnes qui se sont installées en bio en Bretagne en 2023 et on va leur poser la question de est-ce qu'ils ont touché la dotation jeune agriculteur, donc la DJA. Donc, on a sur les 108 répondants qui sont concernés du coup, qui sont en installation, on a seulement 39% des personnes qui se sont installées en bio en Bretagne qui ont touché la DJA. Donc du coup, quand on leur demande pourquoi ils n'ont pas eu la DJA, donc là on est sur les 62 personnes qui n'ont pas eu la DGA, plus de la moitié, près de 60% d'entre eux n'ont pas eu la DGA parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils ont plus de 40 ans. Donc c'est quelque chose qui, du coup, ce facteur-là, l'âge, ne leur permet pas de toucher la DGA, qui est l'aide principale, la plus connue et la plus élevée lorsqu'on s'installe en agriculture. Eh bien, le public bio ne peut pas, 35% des installés en bio en Bretagne en 2023 n'ont pas accès à la DGA du fait qu'ils ont plus de 40 ans. Si on, si on compare avec l'agriculture conventionnelle, d'après les chiffres de la Chambre d'agriculture, en conventionnel, c'est qu'une personne sur cinq ne peut pas toucher la DGA du fait de son âge, alors qu'en bio, on est à plus d'une personne sur trois. Donc, est-ce qu'on observe du coup quelque chose, un phénomène qui est le public des installés en bio, plus âgé que celui qui est en conventionnel, a moins accès aux aides que le public conventionnel. Je peux peut-être Oui. compléter sur ce point-là. Aujourd'hui, là, j'imagine que tout le monde, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait exactement, dotation jeunes agriculteurs, donc c'est une enveloppe qui est pilotée aujourd'hui par l'Europe globalement et qui ensuite est gérée administrativement par la région. Et donc, pour pouvoir y prétendre, il faut avoir entre 20 ans et 40 ans. Et donc, du coup, si on fait un peu un profil des âges des personnes qui s'installent en bio, on a une moyenne d'âge de 36 ans pour les nouveaux installés en bio. Et donc, contrairement au conventionnel où on est autour de 30 ans, je crois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que l'âge des 40 ans est vraiment un frein pour obtenir cette aide qui représente, par exemple, sur la Bretagne, aujourd'hui, on est sur une enveloppe de 22 000 euros par personne qui s'installe, qui la demande et qui s'installe. Donc 22 000 euros sur une installation, par exemple en bio, où on est entre 150 et peut-être 300 000 euros.
c'est pas négligeable et ça peut représenter ça doit correspondre en tout cas à la source de revenus de l'agriculteur sur les premières années d'installation. Et c'est notamment vrai sur la création d'entreprises où il y a tout à mettre en place, et contrairement à une reprise d'activité où, et, non, et souvent, l'activité étant déjà là, la perte de revenus est un peu moins longue. Et aujourd'hui, il faut un des freins également, où on cherche des solutions, enfin un frein, c'est pas un frein, mais sur les installations, en bio, on est à peu près à plus de 30% des personnes qui s'installent sont des femmes, et les femmes souvent s'installent plus tard. Alors, c'est pas à cause, mais pour des raisons de maternité. Des fois, elles ont repoussé l'âge de leur installation, et donc du coup, ça repousse d'autant plus l'âge d'installation. Donc, c'est des critères aujourd'hui qui ne sont, entre guillemets, pas favorables à l'agriculture biologique. Et donc, nous, au niveau du réseau bio, on a essayé de porter des modifications de ces critères pour pouvoir faire progresser l'âge et qu'il tende plutôt vers 45-50 ans euh, plutôt que 40. Lors de notre enquête, on a essayé de catégoriser un peu quels étaient les profils des porteurs de projets qui s'installent en bio en Bretagne. Et donc, du coup, on leur a demandé de répondre à cette question. Comment définiriez-vous votre projet d'installation pour les classer parmi différents groupes qu'on avait proposés, qu'on avait établis lors d'une précédente étude. Donc, du coup, on avait le premier groupe qu'on a appelé le groupe des déterminés, c'est qui se définissent par: ce projet est le mien, il me tient vraiment à cœur et je suis déterminé à m'installer en bio et à le réaliser coûte que coûte. Et donc, on va retrouver 31% des installés en bio en Bretagne de 2023. On a aussi les entrepreneurs qui sont: je cherche à me réaliser en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse et à combler ma recherche d'innovation dans ce domaine. On a également 31% des personnes qui ont répondu à cette enquête. Et enfin, aussi les autonomes, c'est d'abord une façon de me nourrir moi et mes proches, c'est le projet de toute une vie. Et enfin, les installations, le cadre familial, c'est la suite logique de mon parcours. Je reprends la ferme familiale. Et enfin, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces phrases-là. Déjà, le premier enseignement, c'est que les personnes qui reprennent la ferme familiale en bio sont très rares. C'est seulement 3% des personnes qui se sont installées en 2023. On n'est pas sur ces schémas-là en comparaison avec le conventionnel. Donc, du coup, c'est vraiment important par rapport à ce que disait Virginie, les personnes qui s'installent, c'est souvent des créations de fermes ou de la reprise, mais on n'est pas du tout dans le cadre de transmission familiale qu'on observe qu'on peut avoir en tête quand on pense à la transmission de ferme dans le milieu agricole. Ensuite, voilà, donc ça c'est le premier point. Donc pour toutes les autres personnes qui ont du coup soit repris une ferme hors cadre familial, soit qui ont créé une ferme de début à la fin, les trois différents profils vont changer vraiment la façon de percevoir leur projet. Donc on va avoir les personnes qui sont entrepreneurs, on va les décrire comme des personnes qui vont changer avec un projet mouvant, qu'ils généralement maîtrisent et qui vont toujours avoir envie de lancer de nouveaux projets et ne vont jamais vraiment atteindre un équilibre stable sur leur ferme, mais leur ferme va continuer à avancer. Donc ces personnes, c'est près d'un tiers des gens qui se sont installés en bio en Bretagne. Euh, on va, elles vont avoir besoin, elles vont pas avoir besoin du même accompagnement. Excusez-moi pour ma diction, du même accompagnement que les autres personnes, et notamment sur les déterminés ou des personnes qui vont avoir un projet d'installation, qui vont suivre du début à la fin de leur entreprise et qui vont potentiellement avoir plus besoin d'accompagnement technique pour les accompagner dans leur projet. Et les autonomes, ça va être plutôt une population qui va vivre, donc c'est un projet de vie et de façon
plutôt autonome, donc autarcique et dans l'optique de rester, enfin pas forcément de rester dans un système commercial fort. Donc, c'est à nous, en sachant ces proportions-là, d'adapter nous, en tant que réseau d'accompagnement, d'adapter nos accompagnements en fonction des profils qui sont là. Et donc, c'est avec ces données-là qu'on va pouvoir avancer et travailler sur quels sont les accompagnements qu'on va donner à chaque porteur de projet. Et quand on voit cette proportion de un tiers, un tiers, un tiers, eh bien, c'est ce qu'on retrouve aussi, ces profils-là, dans d'autres secteurs comme l'artisanat ou le commerce. Et donc, on retrouve à peu près, dans les milieux artistiques, on retrouve ces proportions-là. Et donc, l'agriculteur biologique en Bretagne ne peut pas se retrouve dans le même schéma que d'autres secteurs économiques de la région. Ça, cette étude, enfin, ces chiffres-là, ils montrent que, enfin, ça casse un peu les idées reçues que en agriculture biologique, il pourrait y avoir un peu ces profils de, de, de nouveaux installés. Alors, je ne sais pas comment les décrire, un peu bohème en tout cas, qui essayent juste de sortir d'être un peu autonome, autarcique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et en fait, pas du tout. En fait, on se rend compte que ça soit en agriculture biologique ou en agriculture traditionnelle, enfin conventionnelle, on retrouve des profils avec des vraies envies de gérer des entreprises. Et donc, du coup, on doit avoir un accompagnement qui réponde à ces trois types de profils. Et autant les autonomes, ils vont peut-être moins chercher à se retrouver dans des réseaux, ou du moins pas dans des réseaux comme on peut avoir aujourd'hui autour du monde agricole, des réseaux qu'on retrouve à la Chambre d'agriculture ou dans le réseau biologique. Mais il y a quand même plus de 60% des personnes qui s'installent qui sont des chefs, des chefs et des chefs d'entreprise et qui ont un réel besoin d'accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise et pas juste au niveau de l'installation. Et donc, c'est ces personnes-là aujourd'hui que le réseau euh, cherche à accompagner de façon plus précise pour ne laisser personne en fait sur le bord du chemin. Ouais. Donc là, on arrive à un point de crantage sur les chiffres de la production bio, ses évolutions en Bretagne. Il y a une première question donc de Christelle Ménard, ça me permet de la poser. N'hésitez pas à en poser d'autres dans le chat, c'est le moment. C'était par rapport à la DJA, donc les publics de plus de 40 ans qui n'ont pas sollicité la dotation jeune agriculteur. Est-ce qu'ils ont sollicité le soutien à l'installation en agriculture proposé par la région Bretagne? Je ne sais pas si c'est des chiffres que l'on a, nous, si on a des stats là-dessus. Alors là, j'aurais pas les chiffres précis en tête, mais je vais pouvoir vous les donner à la suite du webinaire. Mais comme ça, je dirais qu'il y a très peu de personnes qui n'ont touché aucune aide à l'installation, lors de leur installation, quelle que soit enfin, que ce soit la DGA ou cette aide-là de la région, ou une aide PAC, ou une aide à l'investissement, ou n'importe quoi. Il y a très peu de personnes qui ont vraiment touché aucune aide, mais je peux pas donner spécifiquement pour celle-là de tête. Moi, je peux compléter sur ces publics-là de plus de 40 ans. Effectivement, aujourd'hui, le soutien à l'installation en agriculture, donc avec qu'on appelle souvent SIA en acronyme, il est beaucoup moins sollicité parce que c'est une aide à l'investissement et donc du coup qui est conditionnée à un investissement et qui est aussi proportionnelle au montant de l'investissement. Cette aide-là, elle est plafonnée à 8 000 euros. Et si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir avoir ces 8 000 euros, donc qui est quand même pratiquement 3 fois moins élevé que la DGA, il faut faire un investissement
minimale de 30 000 € en investissement neuf. Donc on n'est pas tout à fait. Enfin, cette aide, elle existe et là-dessus, c'est très bien parce qu'elle n'existe pas dans toutes les régions. Mais pour autant, elle ne correspond pas tout à fait à la même chose que sur une DJA, où là, on est vraiment sur une dotation qui sert à la trésorerie de l'entreprise. Dans un cas, 20 000 €, ok. Dans un cas, elle est versée à l'installer sur son compte perso pour la DJA. Sur la SIA, elle est versée à l'agriculteur, à l'agricultrice sur son compte pro. Donc voilà, souvent on met les deux choses en parallèle. C'est pas tout à fait la même chose. Après, là, la question, mais on viendra peut-être plus tard sur les leviers, on pourrait imaginer une prise de relais peut-être par les territoires euh, pour, euh, pour, pour pallier en fait aux personnes qui ne peuvent pas avoir la DJA à cause de leur âge. Les territoires, certains territoires EPCI abondent la dotation aux jeunes agriculteurs. On pourrait imaginer que les territoires aussi puissent fournir cette aide aux plus de 40 ans, sous couvert que les porteurs et les porteuses de projets, par exemple, aient été accompagnés par les structures qui aujourd'hui accompagnent les porteurs de projets, puisque depuis 2024, la région a rendu obligatoire l'accompagnement des porteurs de projets qui souhaitent demander la DJA par une des trois structures labellisées, à savoir la Chambre d'agriculture, la Fédération régionale des agriculteurs bio de Bretagne, donc la FRAB, et le réseau CIVAM. Et donc aujourd'hui, ça veut dire on a des documents qui pourraient permettre aux collectivités de s'appuyer sur des documents pardon, pour fournir cette aide. Ok, merci. J'espère, Christelle, que ça répond à ta question. Ça a l'air d'être le cas. Euh, en attendant qu'il y ait d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'en avais une. Est-ce que on sait, là, on parlait du profil familial juste avant. Là, on voit 3%. Si je reprends la ferme de mes parents, grosso modo, avec le nombre qui augmente de fermes bio, est-ce que potentiellement on va aller vers une évolution de ce chiffre à la hausse ou est-ce qu'on n'a pas encore trop d'indicateurs à ce stade? Est-ce que c'est un chiffre qui pour l'instant a toujours été le même ou il augmente petit à petit là sur les années précédentes? On a très peu de recul sur cette question-là. Cette enquête sur les gens qui s'engagent en agriculture biologique, on essaye de la faire tous les ans, mais ça fait pas longtemps qu'on a réussi à poser cette question. Avant, on ne la posait pas. Et donc, du coup, c'est la première fois qu'on a ces données-là, donc je ne peux pas répondre sur une question d'évolution. Ok. Au- au- Euh, Juste pour compléter, aujourd'hui, depuis quelques années, on a très souvent associé les jeunes installés en agriculture biologique soit de NIMA, de non issus du milieu agricole. Et donc, du coup, entre guillemets, tout est dans l'acronyme, c'est que la majorité des personnes qui s'installent en agriculture biologique sont non issues du milieu agricole. Et là, on dépasse facilement les 75%. Donc peut-être que ce chiffre va évoluer. Euh, Moi, je le dans ce qu'on voit en termes de porteurs de projets, il n'y a pas une recrudescence des fils et filles d'eux ou neveux et neveux d'eux qui reprennent les fermes aujourd'hui. ok. S'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, je vous propose d'avancer dans le webinaire et donc d'enchaîner. Sébastien, tu le présenteras mieux que moi, mais sur une étude qui a eu lieu dans le Grand Est. Oui, du coup, on va
explorer ensemble quelques résultats qui ont lieu de cette étude et qu'on peut appliquer potentiellement à la Bretagne. Et il faut quand même savoir que du coup, dans le Grand Est, on n'est pas du tout sur la même proportion de la même population agricole bio. Donc du coup, c'est quand même à prendre avec des pincettes et on sait peut-être que ça s'applique pas à notre territoire. On a quand même essayé de choisir des résultats qui nous semblent applicables au territoire breton. Voilà. Donc du coup, cette étude, elle a été menée par une thésarde qui s'appelle Florisa Cisterna dans le cadre du projet DiBio. Et donc du coup, c'est une étude qui a été envoyée aux 4000 agriculteurs et agricultrices bio du Grand Est et qui a eu un taux de réponse de 40% avec 1600 réponses sur cette étude-là. L'objet de cette étude, c'est d'identifier quels sont les freins et les motivations non financières au maintien en agriculture biologique. Donc, le premier enseignement de cette étude, quand on leur pose la question à ces agriculteurs bio du Grand Est, quelle est, comment voyez-vous votre production biologique dans 5 ans? Avec la possibilité de répondre soit elle va augmenter, soit elle va rester stable, soit je vais réduire ma production, soit je vais complètement l'arrêter, et ou autre. Le premier, le premier enseignement, c'est qu'il n'y a que 5% des personnes qui répondent, qui disent qu'ils vont arrêter l'agriculture biologique dans 5 ans. On ne l'a pas encore vu, mais je vais vous le dire directement. En Bretagne et dans le Grand Est, c'est un peu moins. Dans le Grand Est, c'est 4% des fermes bio en 2023 ont arrêté d'être en agriculture biologique. Et donc, du coup, si là, on n'a que 5% des gens qui déclarent vouloir arrêter leur activité biologique dans les 5 prochaines années, en fait, ce 5%-là, il est très faible parce qu'il faut le mettre, parce que chaque année, dans les faits, il y a 4% de la population du Grand Est qui arrête leur activité biologique. Donc, du coup, les gens, ils ne se projettent pas dans l'arrêt aujourd'hui, dans le Grand Est en tout cas. Et donc, dans les 5 prochaines années, il y a très peu de personnes finalement qui répondent, je vais arrêter ma production biologique. Il y en a autant qui veulent la réduire aussi. Donc voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens ne se projettent pas dans l'arrêt par rapport à la proportion de gens qui arrêtent pour de vrai chaque année. Enfin, ensuite, quand on regarde quelles sont les principales difficultés que ces fermes répondantes dans le Grand Est ont, déjà, on remarque qu'il y a très peu de personnes qui ont aucune difficulté sur leur exploitation, mais que la majeure partie, l'immense majorité des difficultés sont d'ordre économique. Alors, c'est vrai à près de 90% pour ceux qui veulent arrêter ou réduire leur production biologique, mais même pour ceux qui vont continuer leur activité biologique, pour 50% des personnes qui veulent maintenir ou augmenter leur activité biologique, on a des difficultés économiques sur ces fermes-là dans le Grand Est. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut dire que les fermes bio, au moins dans le Grand Est, mais je pense qu'on peut appliquer ces résultats à la Bretagne, une grande majorité des fermes bio ont des difficultés économiques sur leur. Les producteurs ont des difficultés avec ça. Là. Et donc, pourquoi les gens veulent augmenter leur production biologique dans le Grand Est. C'est essentiellement pour par conviction, aussi pour des soucis techniques. Il leur faut plus de surface pour pouvoir se maintenir, que ce soit techniquement et économiquement. Mais ce qu'on retiendra, c'est quand même que les producteurs bio sont animés par des convictions qui les poussent à produire sur ce système, sur ce système d'agriculture et c'est ce facteur de motivation qui les pousse à augmenter leur production pour la population qui veut augmenter sa production. Donc, malgré les difficultés économiques, ce sont les convictions qui vont pousser les personnes à augmenter leur production et non pas tant les facteurs économiques. Enfin, ensuite, on a regardé quelles étaient l'inclusion des agriculteurs dans les réseaux. Donc, on a distingué les réseaux formels
et des réseaux informels. Les réseaux formels, ça va être les structures d'accompagnement, donc ça peut être le réseau FNAB sur place ou les champs d'agriculture, les CIVAM, etc. Et les réseaux informels, ça va plutôt être des groupes Facebook ou des rencontres inopinées sur le terrain avec des boucles WhatsApp ou autres. Et donc, du coup, ce qu'on remarque déjà principalement, c'est que les agriculteurs qui appartiennent à des réseaux, déjà beaucoup de gens appartiennent à des réseaux, on a près de la moitié des agriculteurs, plus de la moitié des agriculteurs répondants appartiennent à un réseau formel, mais que les agriculteurs appartenant à un réseau formel ont plus tendance à stabiliser ou à augmenter leur production dans les 5 prochaines années que ceux qui n'appartiennent pas, alors que les personnes qui veulent réduire ou arrêter leur production ne appartiennent moins à des réseaux formels. Cette diapositive, elle montre vraiment toute l'importance des structures accompagnatrices du monde agricole. Donc, quel que soit, je pense, on pourrait, là c'est sur l'agriculture bio parce que c'est quelque chose c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Je pense que si on faisait le pendant sur les autres agricultures, c'est la même chose. Je pense qu'à partir du moment où les agriculteurs, agricultrices se sentent appartenir à un groupe, il est plus facile de passer ces étapes, entre guillemets, de crise, puisque là, aujourd'hui, on entend partout que la bio est en crise. Et voilà, c'est toute l'importance du réseau, de soutenir les réseaux qui accompagnent les paysans et les paysannes pour pouvoir passer ces moments un peu difficiles et que finalement, les réseaux informels existent et sont utiles, mais rien ne vaut un réseau physique pour passer le cap, en fait. Et enfin, je crois, oui. Enfin, c'est la dernière slide de cette étude. On leur a demandé quels étaient leurs degrés de satisfaction et leur optimisme envers l'agriculture biologique dans les différents groupes. Donc, déjà, sans surprise, les personnes qui appartiennent au groupe, les personnes qui veulent arrêter ou réduire leur production biologique ont un optimisme bien moindre que les autres personnes. Que les autres personnes dans l'avenir de l'agriculture biologique. Elles sont quand même néanmoins assez satisfaites. Bon, plus de la moitié des personnes sont plus satisfaites que ne le sont pas quand on leur demande leur degré de satisfaction, même dans les groupes arrêter ou réduire l'agriculture biologique. Et donc, ce qu'on voit quand même, c'est aussi sur l'optimisme dans les personnes qui veulent augmenter ou stabiliser leur production. On en a quand même peu qui ont un optimisme très fort dans l'avenir de l'agriculture biologique. Donc, on est autour d'une moyenne, on a des moyennes dans les groupes de population qui veulent augmenter ou stabiliser leur production, qui a un peu plus que 5/10, mais c'est pas euh, ces données-là, sur d'autres populations, ont été demandées avant du début de la crise bio, qu'on peut déterminer entre 2021 et 2022. Elles étaient beaucoup plus hautes, on était autour de 7, 8/10, alors que là, on est vraiment que autour de 5. À ce stade-là, donc sur l'étude, j'ai vu qu'il y avait une réaction de Nathalie Marchand. Je vous transmettrai les slides effectivement par mail, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette étude, même si elle était sur le grand test, peut-être sur les conclusions, l'analyse, avant de de revenir en Bretagne? Et peut-être juste, toi, Virginie, parce que c'est quand même une étude qui a été à destination des agriculteurs et agricultrices, toi, ton positionnement un peu par rapport à ces sentiments sur la bio et cet optimisme, tu as quel ressenti, toi? Euh, En fait, aujourd'hui, l'agriculture biologique, comme on la connaît,
entre guillemets, si on regarde dans l'histoire, on pourrait considérer ça comme une agriculture récente par rapport à de l'agriculture enfin, conventionnelle, même si j'aime pas ce mot-là, mais en termes de structuration, j'entends. L'agriculture bio, il y en a depuis tous les temps, mais sur l'aspect structuration, on est un réseau qui est tout neuf, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, on connaît, je pense, notre véritable première crise, entre guillemets, qu'on n'a pas vu venir parce qu'elle a été un peu, je pense, cachée par l'effet du Covid, même si elle pointait un peu le bout de son nez un peu avant. Aujourd'hui, on est en phase de structuration donc d'une agriculture biologique qui demande justement qu'à s'accroître. Et on se rend compte que, eh ben, on n'a pas de réponse concrète des gouvernements, des autorités là-dessus. Quand nos collègues conventionnels, il y a une crise dans le lait, il y a une crise dans le porc, euh, tout de suite, les politiques, ils agissent, ils débloquent des fonds. Aujourd'hui, la filière bio globalement qui a des soucis et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Donc, on met peut-être un peu plus de temps à réagir, encore que, parce qu'il faut qu'on compte que sur nous-mêmes. Et c'est là où je pense si on regarde les courbes, la chute des courbes, elle diminue, voire elle stagne, je pense, parce qu'on est dans le bas, entre guillemets, et que rapidement, on va voir les courbes réaugmenter. Alors peut-être pas à la même vitesse que, que depuis 2015, certainement, parce que ça a été vraiment flagrant et qu'en 2015, on a, entre guillemets, bénéficié de la crise du lait, mais ça va augmenter. Aujourd'hui, si on fait un parallèle, on est, entre guillemets, mieux loti que la Chine, qui a en termes d'économie, qui dégringole de façon beaucoup plus dramatique que nous en bio. Donc c'est loin d'être catastrophique, contrairement à ce qu'on peut dire et que les arrêts de certification, on en fait, enfin, c'est important de s'en soucier et de connaître les causes, mais ils ne sont pas dramatiques parce que ça correspond aussi à un changement d'âge de la population. On va le voir plus tard, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui partent à la retraite ou qui sont dans les âges pour partir à la retraite. Et il y en a très certainement qui ont juste anticipé un peu l'arrêt de de leur activité euh, du fait du contexte économique. Donc voilà, je pense que cette étude-là, elle est très intéressante. Il faut s'y pencher. Il faudrait, je pense, ce sera intéressant d'en faire une similaire en Bretagne parce qu'on n'a pas forcément exactement la même agriculture entre le Grand Est et la Bretagne et on n'a pas la même histoire. Mais toutefois, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'alarmant. On est juste sur un changement de système, enfin, on est juste sur un changement dans l'agriculture biologique et dans une structuration des filières aussi. Très bien, merci pour ton ressenti. Je vois pas d'autres questions, donc pareil, on va on va revenir en Bretagne sur l'évolution qui est celle dont tu as un petit peu parlé, Virginie. Oui. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure et qui n'est pas écrit sur le diapo, on est à 178 arrêts de certification en 2023. Il faut reconnaître que 178 arrêts, c'est le nombre le plus élevé qu'on n'a jamais observé en Bretagne depuis 2005, enfin depuis toujours. Donc du coup, effectivement, il y a de plus en plus d'arrêts de certification en bio en Bretagne, mais il y a aussi de plus en plus de fermes bio en Bretagne, et donc on a une population, il y a plus de gens qui sont susceptibles d'arrêter chaque année.
Et donc, c'est pour ça qu'on va plutôt analyser le taux d'arrêt des fermes bio en Bretagne et son évolution. Et donc, c'est le graphique qu'on voit à gauche sur cette slide-là. Et on se remarque qu'il est quand même extrêmement stable. Alors, certes, c'est la première année qu'il dépasse les 5% en Bretagne. On a 5,04% des fermes bio qui ont arrêté leur certification en Bretagne en 2023. Mais on ne peut pas parler de phénomènes d'ampleur ou de fuite des des fermes bio et d'arrêt massif. On est vraiment sur un taux qui est stable. 5% des entreprises qui cessent leur activité dans un secteur, c'est quelque chose de classique. Nous n'avons pas du coup de phénomène il n'y a pas de phénomène de départ massif et d'arrêt de certification en bio en Bretagne. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le taux d'engagement en bio et en Bretagne, d'engagement en bio a vraiment extrêmement chuté ces 8 dernières années, 7 dernières années. On est passé d'un taux qui était à plus de 20% des fermes sont des fermes qui se sont engagées cette année en 2016 à 7% en 2023. Donc, on voit bien qu'on a toujours plus de nouvelles fermes que de fermes qui arrêtent. Donc, le nombre de fermes bio continue à augmenter. Donc, on est à plus que 4128 fermes aujourd'hui. Euh, mais donc, du coup, la conjoncture, la crise de la bio qu'on subit actuellement, elle s'observe principalement par une diminution de l'engagement en agriculture biologique que par un arrêt des fermes déjà en place. Quand on va regarder un peu maintenant à essayer de caractériser les arrêts de certification qu'on observe du coup en Bretagne, en gros, on va considérer qu'il y a trois types de désengagement de l'agriculture biologique. On va avoir du coup les départs à la retraite, euh, les départs à la retraite, les arrêts de l'activité anticipée, donc avant d'arriver à l'âge de la retraite, et donc qui vont impliquer une reconversion ou un changement de statut, mais en tout cas qui vont faire changer le métier de la personne, et les arrêts de certification avec maintien de l'activité agricole, c'est-à-dire le retour à une exploitation conventionnelle. Quand on regarde du coup l'évolution de ces trois types d'arrêts, premier renseignement, c'est que on a depuis 2016 entre 30 et 40% de personnes qui arrêtent leur activité bio pour cause de départ à la retraite. Ça ne change pas, ça n'évolue pas, et ça n'évoluera sans doute pas par la suite. On parlait tout à l'heure du vieillissement de la population agricole. C'est vrai en bio, c'est vrai en conventionnel. On aura toujours des départs à la retraite et il faut du coup continuer à accompagner ou augmenter les accompagnements à la transmission des fermes. C'est les cas les plus faciles d'accompagnement parce que ça se prévoit assez bien l'âge de quand est-ce qu'on va arriver à la retraite. C'est juste une histoire d'âge. Pour les deux autres cas, on a une évolution des proportions entre arrêt total de l'activité agricole et arrêt avec maintien, arrêt de la certification bio, mais maintien de l'activité agricole. Si en 2016, euh, le retour en conventionnel était quelque chose qui était anecdotique, ce n'est plus le cas en 2023, car 40% des 178 arrêts sont des retours au conventionnel avec donc, maintien de l'activité agricole, mais pas en bio. Euh, Ça, quand on fait cette étude, rétrospectivement, quand on regardait les études qu'on a pu faire en 2020 ou en 2022 sur euh, est-ce qu'il y a un changement de pratique et pourquoi vous retournez au conventionnel en 2020 et 2022, 2020 surtout, les réponses c'était il y avait à peu près pour moitié des gens qui avaient des problèmes techniques sur leur ferme et qui du coup n'avaient plus à produire sous mode en bio, donc du coup qui avaient besoin de retourner en conventionnel pour continuer à produire. Et l'autre moitié, c'était des gens qui n'avaient plus besoin, à leur sens, de leur certification biologique, mais qu'ils n'allaient pas, mais parce qu'ils vendaient en direct, qu'ils avaient la confiance de leurs consommateurs et qu'ils arrêtaient juste leur certification sans changer leur pratique pour pas s'embêter à avoir une certification. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. En 2023, on n'observe plus du tout le deuxième facteur d'arrêt de certification avec maintien,
C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui arrête la bio parce qu'il n'en a plus besoin pour commercialiser et qu'il ne va rien changer. Donc ça, une des explications, c'est le rehaussement du crédit d'impôt bio qui fait que on y perd quand même à ne pas être certifié bio dedans. Donc c'était un premier point. Mais par contre, la raison principale des arrêts de certification et de maintien en 2023, c'est le trop faible écart des prix entre bio et conventionnel, et que du coup, il y a il y a pour beaucoup cette volonté de pouvoir produire à moindre coût et potentiellement en plus grande quantité en retournant au conventionnel et que ce soit économiquement plus rentable. Ça, c'est ce qu'on observe depuis 2022-2023, cette proportion-là, qui revient au conventionnel pour des raisons économiques. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut que ce serait bien qu'on peut, que le climat économique soit un peu mieux et pour maintenir les agriculteurs en bio, notamment. Et donc, c'est là aussi qu'on retrouve tous nos éleveurs de poules pondeuses dont on parlait au tout début de ce webinaire. Ensuite, donc du coup, on va arrêter de parler de ceux qui sont retournés en conventionnel et on va essayer de voir que sont devenues les terres qui ont été transmises. Donc du coup, là, on ne parle que des personnes qui sont parties à la retraite et qui ont donc cédé leur ferme, et ceux qui ont arrêté avant l'âge de la retraite, mais qui ne sont plus en activité agricole, et donc qui ont aussi cédé leur ferme pour partie. La première chose qu'on voit, c'est que 55% des hectares transmis en 2023 ont été transmis en bio. 33% des hectares sont aujourd'hui exploités en conventionnel, alors on vous parle, et qui étaient en bio avant. Donc ça, c'est quand même une information importante. Il y a encore 10% des fermes, des hectares à qui on a demandé qui n'avaient pas encore trouvé, qui sont en cours de transmission. Et après, il y a quelques pourcentages, quelques hectares qui sont restés soit qui ne sont plus à destination agricole, soit qui sont une parcelle de subsistance, donc qui ont été gardées par la personne cédante pour son usage personnel, ou qui n'ont pas été repris ou qui sont mis en jachère. Donc, on a que, donc, du coup, un tiers des hectares qui rentrent dans un processus de transmission en 2023 ont été transmis en conventionnel. Et donc, du coup, soit à l'agrandissement ou à l'installation sous modèle conventionnel. Ça, c'est quelque chose je veux bien que je passe à la slide suivante. Voilà, quand on regarde l'évolution, donc on a 1 hectare bio sur 3 est transmis en conventionnel en 2023. En 2022, c'était 1 hectare bio sur 9. Et en 2020, c'était 1 hectare bio sur 30. Aujourd'hui, la transmission de terres bio en bio, elle ne se fait plus aussi bien qu'elle se le faisait. En 2020, enfin, peut-être pas facile, mais en tout cas, les terres bio trouvaient preneurs en bio. Alors que ce n'est plus le cas en 2023, et ça chute rapidement. Il y a 3 fois plus d'hectares la proportion a été augmentée d'hectares qui sont retournés au conventionnel, a triplé entre 2022 et 2023, et elle a fait x10 en 3 ans. Donc, il y a un enjeu lors de la transmission des terres à ce qu'elles restent en bio. Économiquement, ça représente aussi un coût pour la société. Si on calcule un peu, si on estime que toutes les fermes qui ont plus de 5 hectares et qui sont issues, que toutes les fermes de plus de 5 hectares ont demandé l'aide à la conversion lorsqu'elles ont converti leurs terres. Donc, c'est une aide qui est proposée, c'est une aide PAC, qui est sollicitable au moment de la conversion d'une de toute ou partie des terres de la ferme et qui permet d'être accompagné pendant 5 ans sur ces productions. Et c'est en fonction du nombre d'hectares et du type d'allocation. Je passe les calculs, mais si on calcule ça, le fait qu'il y ait 1 hectare bio sur 3 qui soit transmis en conventionnel, on estime que c'est à peu près 500 000 euros d'aide à la conversion en agriculture biologique qui ont été donnés sur ces terres et qui sont aujourd'hui exploitées en conventionnel parce qu'elles n'ont pas été transmises en bio. Donc, ça fait quand même voilà, ce chiffre-là. Et si on ajoute à ça toutes les terres qui sont reparties en conventionnel du fait que leur propriétaire ou l'exploitant
à continuer son activité agricole, mais plus en bio, directement en conventionnel. On arrive à 1,9 million euros, 1,9 million qui ont été investis par la PAC dans des fermes pour les faire passer en bio et qui sont aujourd'hui exploités en conventionnel, soit parce qu'il y a eu un arrêt de la certification ou parce qu'elles n'ont pas été transmises en bio. C'est des chiffres aujourd'hui qui sont quand même, enfin, qui doivent alerter. Aujourd'hui, un agriculteur ou une agricultrice qui fait le choix ou qui a fait le choix de passer en bio, l'État, les collectivités, elles ont décidé de les accompagner donc, par le biais de la PAC. Il faut savoir aujourd'hui que depuis 2023, il y a une des aides qui s'appelle le maintien en agriculture biologique, dont l'acronyme c'est la MAB, qui a disparu de la plupart des régions. La Bretagne a choisi de le maintenir sur des fonds bretons, mais c'est quand même de l'argent finalement qui a été utilisé à un instant T, mais dont on n'arrive pas à avoir le bénéfice sur le long terme. Donc, entre guillemets, c'est de l'argent perdu pour l'amélioration de l'environnement de travail et de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut s'interroger sur ces nombres d'hectares qui repartent en conventionnel. C'est certes des hectares, mais c'est aussi beaucoup d'argent public qui ont été mis à disposition d'agriculteurs et qui aujourd'hui repartent sans difficulté en conventionnel, sans qu'il y ait comment, peut-être d'accompagnement supplémentaire. En 2 ans, on multiplie par 10. En 3 ans, on multiplie par 10 le nombre d'hectares qui partent sans que personne s'en rende compte. Il y a peut-être un rôle à jouer au niveau des territoires, des collectivités, notamment vis-à-vis de la SAFER, parce que je pense, alors l'étude ne le montre pas, mais il aurait été intéressant d'avoir la quantité sur toutes ces terres-là, de savoir quelles sont les terres dont le propriétaire, dont l'agriculteur a la main mise dessus en tant que propriétaire, ou celles qui sont juste en location. Aujourd'hui, il y a le SDREA, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, le schéma directeur régional des exploitations agricoles, donc c'est un schéma qui oriente la destination du foncier en fonction des types de fermes et du type d'agriculture qu'on veut avoir sur notre territoire. Ce schéma-là met des priorités. Aujourd'hui, en Bretagne, il a été décidé de mettre des priorités sur l'installation et une sous-priorité sur le maintien de l'agriculture biologique. Et on parle bien de maintien et on se rend compte que ce n'est pas suffisant, alors que la SAFER, donc la structure qui gère la partie vente des terres agricoles, elle suit ce schéma directeur, mais elle n'a pas d'obligation de le suivre. C'est-à-dire qu'elle peut déroger à ce schéma-là. Je pense qu'en tant qu'au niveau des communautés de communes, certaines le font, mais encore trop peu à mon goût, ont un regard justement sur l'orientation de leurs terres agricoles et notamment sur l'évaporation de ces terres en bio. Et je pense qu'il y aurait un travail à faire là-dessus, un accompagnement pour pouvoir peut-être aussi accompagner les agriculteurs lorsqu'ils transmettent, les accompagner plus en amont, parce que je pense, enfin, c'est pas, je pense, c'est que beaucoup d'agriculteurs, au moment du départ à la retraite, font ça entre guillemets à la dernière minute. Alors quand je dis à la dernière minute, c'est moins, ils se laissent moins de 3 ans pour transmettre.
Et des fois, et lorsqu'on transmet du foncier, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, si c'était pris en amont, s'il y avait un accompagnement pour, euh, pour ces transmetteurs entre 5 et 10 ans, ça pourrait peut-être permettre de transmettre des fermes bio, qu'elles restent en bio. Tout ce travail-là, je pense que les élus des territoires sont plus à même des fois d'aller voir les agriculteurs qui souvent ils connaissent sur leur territoire, d'essayer de discuter avec eux pour pouvoir maintenir ces terres-là en bio plutôt qu'elles partent à l'agrandissement au plus offrant, parce que c'est ça aussi la réalité de l'agriculture en France, c'est que la transmission d'une ferme, c'est aussi la retraite de l'agriculteur derrière. Donc si c'est prévu en amont, c'est des choses qui peuvent s'anticiper et avec un peu avec 5 ans, on peut accompagner et alors, tout en maintenant un niveau de retraite correct pour l'agriculteur, on peut l'accompagner dans sa transmission et on peut préserver les terres bio en bio. Merci Virginie pour ces compléments et ce regard un peu plus sur le 35. Tu parlais d'une collectivité, je pense que moi j'ai en tête celle du Val d'Île-d'Aubigné pour les conventions avec la SAFER et justement le suivi, préemption des terres agricoles avec Christelle Ménard qui est présente aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres sur l'ensemble de la Bretagne et en France. On parlait des coûts. Sébastien, tu parlais d'un chiffre, c'était 1 900 000 euros, je crois, qui étaient dépensés pour finalement des terres bio qui sont reparties en conventionnel. Moi, j'ai le chiffre de 60 milliards d'euros au niveau français de coûts pour la société, que ce soit les coûts cachés de l'alimentation ou alors le soutien à un système agricole qui va induire des maladies, des problèmes environnementaux, etc. Donc répartis sur un territoire un peu plus local, c'est forcément moindre. Mais voilà, on entend beaucoup parler en ce moment d'optimisation de budget public. Je pense qu'en termes de soutien agricole, il y a des marges de manœuvre et une optimisation peut-être à faire sur le sujet. Je vois pas d'autres questions à ce stade dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un ou quelqu'une veut prendre la parole maintenant. Et sinon, on va passer à la déclinaison brétilienne. Et du coup, pour l'instant, pas de réaction, pas de questions. Je propose à Sébastien d'aller présenter l'étude de maintien des terres bio en bio menée par AgroBio 35, donc en 2024, et donc là, reprendre un petit peu la synthèse de la présentation. Et pareil, Virginie, pour compléter. Oui, donc du coup, comme le disait Quentin, on va regarder vraiment, on va survoler cette étude qui est très riche d'enseignements. On va regarder un peu comment illustrer en Ille-et-Vilaine par une étude qui s'est intéressée du maintien des terres bio en bio. Donc là, on est sur 135 agriculteurs qui ont répondu. Ça représente 21% des fermes bio sur le territoire d'étude, à savoir que le territoire d'étude n'est pas l'Ille-et-Vilaine en entier, mais seulement certains bassins versants et Rennes Métropole. Et donc, c'est pour ça que 135, ça fait bien 20%. Parce que il y a à peu près 1000 fermes bio en Ille-et-Vilaine, et donc, du coup, c'est un peu plus que ça, qui est le 20%. Donc, voilà. Donc, 20% de réponse, et on va regarder quels sont quelques-uns des enseignements de cette étude. Premièrement, on a 62% des enquêtés qui disent vouloir arrêter leur activité dans moins de 10 ans. C'est beaucoup. Et 62% des enquêtés disent vouloir arrêter leur ferme dans moins de 10 ans. Et 90% d'entre eux veulent transmettre leur ferme en bio.
c'est beaucoup plus que ce qu'on vient de voir juste avant. Donc les gens ont bien cette volonté de transmettre en bio, mais par contre, ils n'ont pas forcément les moyens à date de le faire. Enfin, en tout cas, ils n'y arrivent pas. Il y en a, on est vu qu'un tiers des terres sont transmises en bio, on n'arrive pas du tout à ce chiffre-là. Merci Quentin. Quand on regarde combien de, de personnes, comment vont arrêter les personnes? Donc là, on est à 70% des personnes qui ont été enquêtées sur le territoire de l'île-et-Vilaine, sur une partie du territoire de l'île-et-Vilaine, qui vont arrêter, qui ont dit qu'ils vont arrêter pour cause de départ à la retraite. Donc du coup, si on compare par rapport aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure, on avait 50% des fermes qui ont arrêté leur activité économique, donc pas celles qui sont retournées au conventionnel, sans celles qui sont retournées au conventionnel. 50% des fermes qui ont arrêté leur activité économique totale sont pour cause de départ à la retraite. Donc c'est un peu plus élevé quand on demande aux agriculteurs comment ils vont arrêter leur activité. Il y en a un peu plus qui répondent que c'est pour cause de retraite que ce qu'on observe sur le terrain dans les chiffres. Donc, il y a des personnes, on peut penser qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore que leur ferme n'ira pas jusqu'à l'âge de la retraite. Et alors, ensuite, quand on regarde un peu toute la réflexion qui a été menée autour de la transmission et depuis combien de temps les fermes se préparent à transmettre, donc là, ce qu'on voit, c'est que 50% des agriculteurs souhaitant partir dans moins de 3 ans, souhaitant arrêter leur activité dans moins de 3 ans, ont commencé leur réflexion à la transmission il y a moins de 3 ans. C'est-à-dire que on a une ferme sur deux qui va transmettre sa ferme dans un avenir proche, qui n'a pas commencé sa réflexion depuis très longtemps, globalement. Il y en a même très peu, mais 3% qui n'ont pas du tout commencé leur réflexion. Ça, c'est vraiment alarmant. Alors il y a une ferme sur quatre qui va arrêter entre 3 et 5 ans son activité agricole, qui n'a pas encore commencé à réfléchir à sa transmission. Donc, la date de démarrage de la réflexion autour de la transmission de son activité agricole, elle n'intervient généralement pas très rapidement autour de... Comment dire. Ça commence assez tardivement dans la vie de l'exploitation, soit assez proche du départ ou à la retraite ou de l'activité. Du coup, quand on regarde, est-ce que les personnes se font accompagner, se forment à la transmission de leur terre, de leur outil de production? On a ce chiffre-là que dans les personnes qui vont arrêter leur activité agricole dans moins de 3 ans, 53% d'entre elles n'ont pas encore commencé ou ne vont pas commencer des accompagnements à la transmission. Quand on voit les chiffres de tout à l'heure, que 1 hectare sur 3 repart en conventionnel, faute d'avoir trouvé un repreneur en bio, on a, on a vu tout à l'heure que 90% des fermes, plus de 90% des personnes qui arrêtent leur activité ont l'intention de transmettre en bio. Il est sans doute important de se faire accompagner lors de sa transmission pour pouvoir co-construire avec des porteurs de projets, avec potentiellement des voisins, l'avenir de ces terres pour qu'elles restent en bio. Et donc, il y a encore beaucoup de personnes qui ne se font pas accompagner quand ils arrivent proches de la transmission de leurs terres. Pour un peu enfin, aller un peu plus loin que ces chiffres-là, une ferme qui se transmet pas, qui part à l'agrandissement, c'est un actif, c'est des actifs en moins sur les territoires. C'est-à-dire que il y a une vraie importance pour la dynamique des territoires à maintenir les agriculteurs et les agricultrices et voilà, pour que les territoires restent ce qu'ils sont.
Aujourd'hui, c'est prouvé, l'agriculture biologique est un pourvoyeur d'emplois. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais le comment. euh, alors peut-être que soit toi, Sébastien, soit toi, Quentin, sur 1 hectare en agriculture biologique, il y a un nombre d'actifs beaucoup plus important que sur 1 hectare en agriculture conventionnelle. Et donc, c'est des gens qui consomment, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui vivent sur les territoires. Et si ces gens-là disparaissent, si, enfin, si le nombre de fermes en agriculture biologique diminue, c'est autant de personnes qui vont potentiellement quitter les territoires. Donc il y a vraiment des enjeux hyper importants à accompagner ces transmissions, à anticiper ces transmissions. Là, les chiffres le montrent, 3 ans pour transmettre, ça peut paraître très long quand on est agriculteur et qu'on se lève tous les matins pour travailler. Dans 3 ans, on se dit, oh, c'est loin. Et en même temps, c'est très court parce que voilà, 30% d'emplois supplémentaires en bio, donc c'est un emploi sur enfin, voilà, 30% de plus, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, une transmission pardon, réussie, on dit que c'est à peu près 5 ans. 5 ans, c'est le temps en général d'un amortissement d'investissement. Et pour les agriculteurs, beaucoup réfléchissent comme ça, en disant, eh ben, moi, je vais partir à la retraite dans 5 ans, donc je vais arrêter d'investir. Sauf qu'un agriculteur qui arrête d'investir, c'est des fermes qui vieillissent et donc du coup, c'est des fermes qui sont moins transmissibles. Alors que si on anticipe le départ en disant, bon, je pars dans 10 ans, donc je peux encore commencer à investir, enfin, je peux encore investir sur ma ferme, faire en sorte que ma ferme soit transmissible, qu'il y ait potentiellement peu de travaux à faire, et donc des fermes qui sont mieux valorisées, et pour les repreneurs, c'est des fermes sur lesquelles on peut rapidement se dégager du revenu puisque l'outil est déjà en ordre de marche. Et c'est toutes ces réflexions-là que nous, structures d'accompagnement, devons mener auprès des agriculteurs. Et peut-être que vous, territoire, devez peut-être promouvoir pour toujours garder des territoires dynamiques. Et c'est vraiment le gros enjeu à venir parce que là, d'ici 10 ans, c'est quand même 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Si ce n'est pas anticipé, ça peut vraiment faire beaucoup de changements sur les territoires. Merci Virginie. Est-ce que vous avez des réactions sur ces sujets, sur ces chiffres depuis le début là qui ont été présentés, tant pour la Bretagne que pour l'île-et-Vilaine? Si vous avez des leviers, des actions que vous voulez mettre en avant aussi, c'est l'occasion de parler de ce qui a été fait au niveau local pour essayer d'endiguer un petit peu ces pertes de certification pour faciliter l'installation de producteurs bio. N'hésitez pas, puisque ça va être l'objet ensuite de la seconde partie. Alors, s'il n'y a pas de réaction, je vais enchaîner sur les leviers d'action des collectivités que nous, on identifie, même si ce n'est pas exhaustif, pour maintenir et développer l'agriculture biologique. Je remercie donc Virginie et Sébastien pour leur présentation, qui permet aussi nous de nous éclairer et de voir quels leviers sont potentiellement les plus efficaces pour accompagner la transition agricole, pour maintenir et aussi développer l'agriculture bio et faire en sorte voilà, que en termes de production, même si la consommation a un peu du mal en ce moment, même si elle commence à repartir, même si c'est un peu en berne, comment on fait en sorte de maintenir l'activité agricole bio sur les territoires.
Globalement, il y a quand même de nombreux leviers d'action qui sont possibles, qui sont menés. On a des exemples au niveau national, au niveau local. Vous en connaissez certainement plusieurs. Vous êtes même certainement acteur d'actions sur votre territoire. L'idée, c'est quand même qu'il y a tout d'abord une stratégie qui doit être donnée, des objectifs de transition agricole globale pour savoir où est-ce que l'on va et comment notre territoire peut s'adapter à la transition agricole, comment il peut la mener. Différents documents existent. Pour cela, il y a les plans climat, air, énergie territoriaux qui sont obligatoires pour les intercommunalités. Et ensuite, il y a plusieurs schémas qui peuvent être développés, les projets alimentaires de territoire, les fameux PAT, des stratégies agroécologiques comme le fer réchauffer les communautés, et enfin les projets de territoire qui sont souvent réalisés en début de mandat, qui permettent de donner les orientations de l'interco, de la commune pourquoi pas, et avec dedans des orientations pour l'agriculture. Il y a ensuite une phase plus opérationnelle qui est le soutien des actions envers les agriculteurs et les agricultrices qui favorisent une amélioration continue de leurs pratiques, pas forcément que sur le bio, mais notamment le bio, dont la facilitation du développement de nouveaux débouchés en local ou alors sur des échelles un peu plus importantes. Des actions à mener sur le foncier, on a commencé à en parler, et le soutien aux accompagnements individuels et collectifs auprès des agriculteurs et des agricultrices qui permettent d'améliorer les pratiques. Et enfin, il y a des actions indirectes qui peuvent permettre de maintenir en tout cas la production biologique, avec des actions notamment sur la consommation qui vont donner aussi un signal de manière plus globale, et notamment la consommation de produits bio avec une meilleure prise en compte de cette agriculture biologique par l'ensemble des acteurs. Donc que ce soit la force publique, les consommateurs et de manière générale aussi les agriculteurs, les habitants, etc. Cela passe par le relais de campagne de communication nationale et locale. On en parlera tout à l'heure. Le soutien pour la visibilité des fermes, que ce soit sur Internet, donc en version numérique, ou sur le territoire en version physique, et la formation des décideurs du territoire, des équipes projets et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs et citoyens pour donner, voilà, de manière générale, un discours sensibilisé et aller après vers une alimentation qui sera plus saine et meilleure pour l'environnement, notamment avec toujours l'idée de maintenir aussi un équilibre économique pour les fermes et ne pas perdre en tête les enjeux aussi de justice sociale et de précarité alimentaire. Si on creuse un peu plus sur le volet de la stratégie de transition agricole, il faut bien prendre en compte la spécificité de chaque collectivité, de chaque territoire, commune, interco et même département. On l'a vu, l'agriculture du Grand Est n'est pas forcément la même que l'agriculture bretonne. Donc voilà, il faut prendre en compte les différents types de production qui sont en place. Il faut pouvoir en faire un diagnostic pour ensuite identifier les actions potentielles qui seront adaptés tant à la production, mais aussi aux acteurs du territoire et adaptés à l'existant. Il y a un besoin d'orienter les fonds publics ensuite vers une agriculture qui est garantie, saine et durable pour engager la transition agricole et alimentaire. On en a parlé tout à l'heure. Le problème là des aides à la conversion, des aides au maintien, c'est que pour certaines d'entre elles, il y a eu du coup une aide, un engagement de fonds publics qui est à moyen terme, sur une échelle de 10 ans, bah, qui est dévalorisé puisque il y a un retour vers du conventionnel. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et pour éviter cela, il y a un engagement à avoir en faveur de l'agriculture biologique, notamment, qui est présente désormais sur plus d'une commune sur cinq en Ille-et-Vilaine. Le chiffre, c'est 83%. Vous pouvez le retrouver sur l'Observatoire de l'agriculture biologique, dont j'ai transmis le lien sur le chat, donc avec une déclinaison bretonne, mais aussi par département et par filière. Donc voilà, un besoin d'orienter les fonds publics vers cette agriculture qui est garantie, qui est contrôlée et scientifiquement prouvée, plus saine et durable sur de nombreux enjeux environnementaux.
Une stratégie qui se doit d'être pertinente sur tous les champs de compétences de la collectivité. On a parlé un petit peu là des PAT, mais je pourrais évoquer les PLUI, les contrats locaux de santé. Donc autant de schémas qui suivent les orientations, qui doivent faire cohérence. Et donc il y a un potentiel de la collectivité d'orienter les activités via le développement économique aussi pour répondre à l'ensemble des enjeux qui sont un petit peu dictés, qui sont encadrés par ces différents plans. Et au milieu de tout ça, il y a le PAT qui se veut transversal, à l'origine aussi qui se veut comme un outil pour soutenir le développement de filières locales, dont celle en agriculture biologique. Et on voit la petite carte pour la région avec de nombreuses couleurs qui représentent autant de PAT sur la région Bretagne. Et l'île-et-Vilaine, on voit qu'il y a une bonne couverture puisque la moitié à peu près du territoire est couvert. Il reste encore quelques territoires plutôt sur le sud-ouest qui pourraient s'engager, disons, davantage ou en tout cas structurer leurs actions autour d'un PAT labellisé par la DRAF. S'il n'y a pas de PAT, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie agricole, mais potentiellement, il y a des financements qui peuvent être trouvés via la labellisation et qu'il serait bon de mobiliser. En termes d'actions directes à destination des producteurs et des productrices, la première à laquelle on pense, c'est les actions sur les débouchés. Comment favoriser l'émergence de débouchés lorsqu'on est une collectivité locale en faveur des produits locaux, bio, de qualité, sains, durables. Pourquoi? C'est peut-être la première question à se poser. On y pense assez peu, mais il y a l'enjeu de pérenniser l'activité économique agricole sur le territoire. Si cette activité économique peut être durable, c'est d'autant plus favorable à la réalisation des objectifs. Je pense au PCAET, mais ça pourrait être aussi à ceux du contrat local de santé avec les enjeux de qualité de l'air, les enjeux de nutrition. Et donc, on pense forcément aux objectifs EGalim, avec un renforcement de l'approvisionnement bio et local en restauration collective, donc les fameux 20% de produits bio euh, dans les restaurants scolaires. Mais il faut aussi savoir que maintenant, la restauration privée est concernée. Donc, il y a un potentiel pour le développement économique du territoire d'aller mettre en lien les entreprises qui ont de la restauration collective, les acteurs de la bio, pour essayer de renforcer l'approvisionnement en produits locaux, bio, en restauration publique, mais aussi en restauration privée. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on arrivera aussi à créer de nouveaux débouchés. Et il y a un peu des filières qui se structurent là-dessus. On a Manger Bio 35 au niveau du département et des filières de producteurs qui se structurent. Je vais citer C'est frais de chez vous pour des produits en semi-gros, des légumes. Donc voilà, il y a vraiment une structuration qui se réalise. Donc, la collectivité peut aider à trouver des débouchés par ce biais de la restauration collective. Il y a également des aides qui pourraient être apportées à la recherche à minima de locaux pour le développement de magasins de producteurs, pour renforcer l'offre qui est déjà existante et qui est relayée sur la plateforme Internet Bon Plan Bio. Là, je suis sur la dernière ligne, qui recense les points de vente sur l'île-et-Vilaine et au-delà, au niveau de la région Bretagne, mais aussi sur d'autres territoires au niveau national. Et donc là, il y a vraiment une potentielle aide des collectivités pour, d'une part, très concrètement, physiquement, développer les magasins de producteurs, financièrement peut-être aussi, et sur la façon numérique, plutôt de relayer cette plateforme Internet et soutenir une mise à jour et une interopérabilité entre les différentes plateformes qui existent. Et enfin, il y a aussi l'outil des marchés de producteurs, les marchés sur les communes, où là, il y a parfois des accès qui sont difficiles pour les producteurs, les maraîchers, les arboriculteurs et les transformateurs qui sont en bio, donc d'intégrer ces marchés. Donc, il faudrait là aussi essayer de les faciliter, en tout cas de les aider, de trouver les bons contacts, de les accompagner pour qu'ils puissent trouver une place qui leur permettra aussi de gagner en visibilité et donc de pérenniser leur activité économique. En ce qui concerne le foncier, on en a déjà pas mal parlé.
Il n'y aura pas de développement de l'agriculture et même de maintien de l'agriculture biologique sans un engagement sur le foncier. Une action qui est mise en place par donc le Val d'Île-Dominier est l'instauration d'une convention de veille foncière avec la SAFER, avec la mobilisation d'élus qui sont un petit peu des vigies fonciers sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité et qui va permettre dans un premier temps de réaliser une veille des différents transferts fonciers qui peuvent avoir lieu sur le territoire et le cas échéant d'exercer le droit de préemption foncière qui permettra de préserver les exploitations en agriculture biologique, en tout cas les terres qui sont conduites en agriculture biologique, s'il y a un cas qui est identifié où ces terres risqueraient de passer sur une conduite en non bio, donc une destination agricole autre que celle de l'agriculture biologique. Et donc pour éviter justement d'avoir une perte finalement d'argent public au moment de la transmission par un changement de conduite agricole. Et ça permet aussi à la collectivité de se positionner contre les extensions conventionnelles potentiellement, lorsque c'est possible, pour favoriser les exploitations en agriculture biologique. Donc là, c'est un mélange d'outils techniques qui sont mis en place et également de volonté politique, d'orientation politique de la collectivité pour d'une part maintenir les terres agricoles en place et en plus d'orienter, faciliter le maintien et le développement de l'agriculture biologique. Et il y a également, lorsque vous avez du foncier, que ce soit communal ou intercommunal, la possibilité d'orienter ce foncier puisque vous en êtes propriétaire, vers une production nourricière en agriculture biologique notamment. Et ça, il me semble que c'est l'un des objectifs de Ray Métropole, ce qui permet du coup de développer aussi potentiellement l'offre de produits bio sur le territoire, de répondre à la demande au niveau local, de structurer les filières par la suite, de maintenir une activité économique sur le territoire, parce qu'on ne l'a pas encore dit à ce stade, mais globalement, il me semble que c'est 45% des fermes bio qui ont des circuits de vente en circuit court ou en vente directe. Et au niveau de l'île-et-Vilaine, pour les maraîchers typiquement, il me semble que l'on monte facilement à 80-90% des structures qui sont en maraîchage qui vont avoir des débouchés en circuit court ou en vente directe. Donc en termes de développement d'une production locale qui va pouvoir répondre à une certaine demande, que ce soit dans la restauration publique, dans la restauration commerciale, dans la restauration collective privée, à une demande de produits sains, durables, locaux. Donc voilà, par ces outils de foncier. Il y a aussi des accompagnements qui peuvent être réalisés, là pas forcément par la collectivité, mais par un soutien aux structures qui vont accompagner directement les agriculteurs. Parce que on a beau avoir des agriculteurs, représenter des agriculteurs et des agricultrices qui sont en bio, c'est pas pour ça qu'ils améliorent pas continuellement leurs pratiques, que ce soit sur la technicité, que ce soit sur la performance économique de leur ferme, ou que ce soit sur les performances environnementales, en termes de production, mais aussi sur la commercialisation de leurs produits, avec les enjeux stratégiques, de communication, prix de revient, etc. Donc il y a vraiment toujours un besoin d'accompagnement, pas non plus forcément que sur les nouveaux installés, mais de manière continue dans la vie de l'exploitation agricole, vers les évolutions, qui doit être soutenue et qui peut être soutenue par les collectivités, qui bénéficieront des co-bénéfices sociaux, environnementaux et sanitaires qui sont liés à l'agriculture biologique. Là, c'est aussi des études de l'ITAB, notamment l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui le montrent. Et le dernier rapport que j'ai en tête, qui ne fait pas vraiment le focus sur l'agriculture biologique, du Secours catholique, des Diabétiques de France, de Solidarité Paysan et je manque du dernier acteur, il me semble, mené par le Basique, qui montre justement qu'il y a 60 milliards d'euros de dépenses publiques qui vont soit compenser les impacts néfastes d'une agriculture intensive, ou alors qui vont soutenir le système actuel. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux en termes de co-bénéfice de l'agriculture biologique qui permettraient de réduire ses coûts. Et donc, en termes d'accompagnement à destination des agriculteurs et des agricultrices, il y a évidemment la mise en place d'une aide à l'installation, on en a parlé,
ouverte aux agriculteurs de plus de 40 ans, donc qui va concerner notamment les agriculteurs et les agricultrices qui veulent s'installer en bio, qui sont dans des optiques de reconversion, qui sont à la base non issus du milieu agricole. Et donc, pour faciliter leur installation, voilà, il y a la mise en place d'une aide ouverte aux agriculteurs et agricultrices de plus de 40 ans, qui doit être possible. Il me semble que là, c'est la communauté de communes de la Côte d'Émeraude qui a mis en place ça récemment. Donc, elle a élevé son seuil d'accès. Et donc, il est aussi possible de mettre une plus-value pour les agriculteurs, agricultrices qui sont en bio. Je sais que notamment l'IFRE, Cormier Communauté le fait, mais aussi de nombreuses autres collectivités. Je les cite pas toutes, mais j'essaye de varier un petit peu les territoires. Et à chaque fois, ce qui est commun, c'est que les agriculteurs, les agricultrices ne doivent pas forcément refaire des démarches, mais les collectivités se basent sur justement les dossiers régionaux qui existent, à savoir la DGA ou le soutien à l'installation en agriculture, la SIA. Il est aussi possible de proposer une signalétique harmonisée sur le territoire. Il me semble que Rennes Métropole travaille sur le sujet, ce qui permet de mettre en valeur les fermes qui exercent de la vente directe ou des circuits courts sur les territoires. Ça crée de la visibilité, c'est complémentaire à la visibilité qui peut être donnée sur les marchés, sur les magasins de producteurs. Ça permet aussi aux citoyens, aux consommateurs, à l'habitant de prendre conscience qu'il y a des agriculteurs, des agricultrices qui produisent sur son territoire et donc de potentiellement aller créer ensuite du contact, du débouché et des échanges. Et ça peut participer aussi, j'étais sur une ferme la semaine dernière à Bois-Gervais, des événements sur les territoires et donc recréer une dynamique rurale au sein des territoires. Et enfin, il y a évidemment, on va pas y passer, hein, soutenir les organisations qui accompagnent les producteurs et productrices qui favorisent le développement de la transition agricole et notamment vers le bio. Globalement, il y en a beaucoup. On est, nous, le réseau bio, un de ces acteurs-là, mais je pourrais citer CIVAM, Terre de Liens, la Chambre d'agriculture et bien d'autres qui vont plus ou moins agir après vers la transition agricole et vers le bio. Ensuite, il y a des soutiens indirects qui peuvent être menés à destination des producteurs et des productrices. Ça passe notamment par la communication. Il faut pas oublier qu'on est dans un marché concurrentiel. On le voit bien avec la crise actuelle, avec le déréférencement de produits agricoles biologiques dans les grandes et moyennes surfaces, où également les marques, les labels se multiplient. On pense au zéro résidu de pesticides, à HVE, je pourrais en citer de nombreux autres, avec des cahiers des charges qui sont pas forcément transparents, avec des contraintes qui sont pas forcément les mêmes sur les enjeux environnementaux et les enjeux sanitaires, et donc des consommateurs qui ne savent plus trop vers quel label se tourner. Donc, dans ce marché concurrentiel, il y a un besoin de communication. Il est nécessaire de renforcer la communication sur les labels qui sont contrôlés, qui sont publics, qui donc ont un contrôle indépendant et qui sont officiellement reconnus par l'État. Le plus, c'est quand il y a des études qui peuvent montrer après l'effet scientifique avéré sur la santé, sur l'environnement. Donc voilà, avec des bases solides sur la plus-value de porter tel ou tel label. Pour ce qui concerne le bio, il y a deux campagnes nationales qui sont en cours. La campagne BioRéflexe, qui est portée par l'Agence Bio, qui est soutenue par l'État et qui permet de valoriser la consommation de produits bio, donc qui pourrait être relayée par les collectivités via le site internet, le magazine communal ou le magazine communautaire. La mise en place de réseaux d'affiches, on pense aux abribus, mais ça pourrait être dans les locaux des mairies et sur d'autres supports publics. Il y a la campagne Allez les bio qui a été lancée il y a quelques semaines au salon La Terre est notre métier dans le sud de l'île-et-Vilaine, qui est portée par la Fédération nationale d'agriculture biologique pour la valoriser non pas la consommation bio, mais la production bio, donc les producteurs et les productrices bio, et le lien notamment avec les territoires. Donc c'est quelque chose qui peut être relayé sur les mêmes supports que la campagne BioReflex. Et enfin, ça, c'est mon petit côté plaidoyer. Il y a la prise de position publique qui pourrait être réalisée par les collectivités. On pense notamment aux élus, que ce soit dans la communication de manière générale institutionnelle, via la tribune médiatique,
et également le relais d'alerte local au service de l'État et au ministère, au gouvernement. C'est notamment ce qui est mené au niveau national par les territoires biopilotes, dont Rennes Métropole fait partie. Donc il y a aussi cet enjeu de, ce n'est pas forcément visible, mais il y a un soutien à la bio qui peut être fait dans, disons, les instances un peu plus reculées du grand public, mais où l'effet peut être démultiplié. Et pour finir sur les soutiens indirects aux producteurs, productrices, il y a la formation des décideurs, des équipes projets, pour pouvoir ensuite prendre des décisions qui vont être adaptées, qui vont être éclairées sur tant la situation actuelle, c'est ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui en vous présentant les chiffres de l'agriculture biologique, que sur les enjeux futurs. Nous, comment on voit les choses et comment il serait possible de les améliorer. Donc, il est nécessaire de se former sur l'ensemble des sujets. Et nous, ce qu'on propose, c'est des formations qui vont être à la base techniques, pas forcément opérationnelles. Et ensuite, aller creuser sur des enjeux très spécifiques, aller rencontrer des pairs qui ont mis en place des actions, faire connaître les actions exemplaires et innovantes qui sont réalisées chez vous sur le territoire en Ille-et-Vilaine et aussi aller à la rencontre des agriculteurs et des agricultrices qui vont mettre en place des magasins de producteurs, qui vont structurer des filières aussi de leur côté, qui vont mettre en place des actions de communication, qui vont aller faire du plaidoyer. Donc voilà, il y a aussi ce réseau-là qui a à créer, à renforcer et qui va participer à la formation des élus au levier de la durabilité de l'alimentation et de l'agriculture, et notamment les leviers qui vont permettre de développer et de maintenir l'agriculture biologique, la formation des agents sur les bonnes pratiques et les actions de référence dans leur domaine de compétences. Donc, on pense à la gestion de l'eau, au climat, à l'agriculture, à l'alimentation, la restauration collective, voilà, de l'ensemble des équipes de la communauté de communes ou de la métropole ou de la communauté d'agglomération qui vont pouvoir travailler sur les différents enjeux et notamment les agents qui sont dans le développement économique, qui sont parfois et bien trop souvent oubliés, mais qui ont un rôle à jouer dans l'orientation d'une activité économique, soit qualifiée de ESS, sociale et solidaire, soit durable, et qui répond aussi aux enjeux notamment des plans climat et souvent des enjeux qui sont donnés dans les projets de territoire. On a un autre volet, c'est la formation des cuisiniers et cuisinières qui sont aussi des agents, mais vraiment sur l'aspect opérationnel de la loi Egalim, qui va concerner la transition alimentaire vers les menus locaux, bio, fait maison. Et je pense aussi aux équipes pédagogiques qui vont être au contact des enfants lors des repas périscolaires, lors des temps périscolaires et notamment celui du repas. Et ça concerne moins les collectivités locales, mais elles peuvent insuffler un petit peu la dynamique sur leur territoire. C'est la formation de structures locales, je pense notamment aux associations, mais pas que, qui sont en contact avec différents publics sur les enjeux de l'alimentation, de l'agriculture, pour ensuite favoriser une dynamique de territoire autour de la transition agricole et alimentaire. Donc c'est vraiment dans une optique de la collectivité qui va organiser un petit peu ces orientations sur le territoire, qui peut diffuser à d'autres structures cette dynamique. Et donc là, on a fait à peu près le tour de ce que nous on identifie comme action, même si c'est pas exhaustif et il y en a bien d'autres que vous menez. C'est un petit peu de donner aussi les grandes lignes pour répondre voilà aux enjeux que l'on a actuellement d'une réduction des conversions vers l'agriculture biologique et un tassement globalement du nombre de fermes qui arrivent à une certification bio. C'était un petit peu long. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions à ce stade. On arrive à la fin, là, sur le dernier quart d'heure. Donc, c'est maintenant ou jamais. Faut pas non plus hésiter à nous recontacter si jamais vous avez des questions sur une thématique spécifique, si vous voulez creuser un sujet. Je peux être très bien le contact, le premier contact, et rediriger ensuite vers le ou la personne compétente, là ou les personnes compétentes sur les sujets, que ce soit le foncier, la restauration collective,
le grand public, l'installation, etc., etc. Et s'il n'y a pas de réaction, j'espère que je vous ai pas noyé dans les informations et que l'on ne vous a pas noyé là depuis 1h45 sous les informations. J'espère que vous avez quand même trouvé ce que vous vouliez. Encore une fois, si vous voulez avoir des approfondissements sur certains sujets, certains chiffres, l'analyse, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Les contacts sont ici, donc Sébastien qui est plutôt sur le volet observatoire et qui pourra répondre à vos questions au niveau Bretagne, mais aussi sur les chiffres au niveau de l'île-et-Vilaine. Et donc moi-même sur l'ensemble plus des actions qui peuvent être menées, les actions que nous menons auprès des agriculteurs, des agricultrices, auprès des 18 EPCI aussi de l'île-et-Vilaine, et sur les actions plutôt de communication, de plaidoyer que l'on peut mener aussi. Il y a 30 agricultrices, agriculteurs référents sur les territoires qui sont répartis sur l'ensemble du département, qui peuvent être aussi des appuis pour vous, pour ressentir un petit peu la dynamique du territoire. Donc, faut pas hésiter à aller vers eux, à les contacter pour en savoir plus aussi sur leur ressenti. Voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir été présent, d'être resté jusqu'au bout. Et on se revoit bientôt, soit sur d'autres événements, soit lors de rencontres diverses et variées. Merci beaucoup à toutes et tous.